Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, vers Cheval. Pierre, bonne nouvelle, on s'est réveillé ce matin, je sais pas pour toi, moi je suis immédiatement allé sur Internet afin de voir s'il y avait eu des tests positifs du côté des Titans du Tennessee. Ce n'est pas le cas, ce qui veut dire qu'on est mardi et on va avoir droit à un match du mardi soir de la NFL entre les Titans et les Bills. Non, écoute, je trouve que ça sonne bien. Puis moi aussi, de ce temps-ci, on dirait que le premier réflexe, c'est de regarder nos. Ben, moi, je regarde mon cellulaire parce que je me dis, bon, est-ce que c'est Didier, est-ce que c'est Mathieu, est-ce que c'est Bruno, est-ce que c'est David, est-ce que c'est Marc Prévost, Christian Ledick qui va m'envoyer un texto pour m'avertir qu'il y a un changement au calendrier, qu'il y a un changement à l'horaire. Hey, je pense qu'on est tous un peu ensemble, l'équipe de football RDS, là, on a tous un peu les mêmes réflexes. Quand on voit une nouvelle passer qui concerne le calendrier des matchs, bien là, c'est sûr qu'on s'envoie des nouvelles. Fait que c'est un cas de dire pas de nouvelles, bonne nouvelle, Didier. Oui, exactement. Vu le dicton qu'on a à RDS, maintenant on va l'utiliser d'une autre façon. Ben, écoute, cette semaine, bon, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on va pas nécessairement parler de toutes les rencontres qui ont été présentées dimanche et lundi du côté de la NFL, étant donné qu'on est rendu à mardi, mais on va plutôt aborder les sujets chauds concernant la cinquième semaine d'activité. Ensuite de ça, bon, bien sûr, on va y aller d'un avant-goût de la rencontre entre les Bills et les Titans. Et je vais y aller de mes conseils au niveau du fantasy football hebdomadaire afin de vous aider, afin de savoir quel joueur aller cibler au niveau du waiver wire. On sait que les semaines de congé ont commencé, donc à toutes les semaines, là, des fois, on a des joueurs qu'on doit mettre sur le banc à cause des semaines de congé. Alors, je vais essayer de vous conseiller afin de gagner votre ligue de fantasy football. Alors, Pierre, on va commencer avec la surprise de la semaine. Cette victoire des Raiders de Las Vegas contre les Chiefs de Kansas City, Ouais. ça a vraiment été une belle performance des Raiders. Personnellement, j'avais hâte de voir finalement l'attaque des Raiders avec Henry Ruggs en santé parce que je me souviens, lorsqu'on avait diffusé le repêchage de la NFL le printemps dernier, toi, tu avais dit que John Gruden, il tenait à tout prix à mettre la main sur sa version de Tyreek Hill. Et Henry Ruggs, dimanche, il a fait vraiment une belle imitation de Tyreek Hill. Seulement 2 réceptions, bonnes pour 118 verges et un touché. Oh, absolument, Didier. Puis ce qui était intéressant de voir, puis je me souviens de la semaine dernière, on préparait le match, puis je voyais des entrevues de Derek Carr, puis il l'avait dit, il a dit, je suis tanné de perdre contre les Chiefs. J'ai 2 victoires, 10 défaites. J'ai jamais gagné à Arrowhead en 6 matchs. Là, si on veut appeler ça une rivalité, il va falloir que nous, on fasse notre part, c'est-à-dire qu'on gagne quelques matchs parce qu'il n'y a pas de rivalité quand c'est toujours la même équipe qui gagne. Alors, Derek Carr qui s'est arrivé, puis clairement, je regarde le plan de match défensif des Chiefs. Spagnuolo s'est dit, les Raiders n'attaquent pas les zones profondes. Derek Carr a la réputation de toujours aller à son petit dépanneur, à la zone courte, les zones intermédiaires. Il ne va jamais dans les zones profondes. Il dit, on va arrêter Josh Jacobs, puis on va défier les Raiders. On va défier Derek Carr, puis on prend le pari qu'il n'y aura pas le guts d'attaquer les zones profondes. Alors, on a amené du blitz, on voulait arrêter le jeu au sol, et on a battu le blitz avec des gros morceaux de terrain. Donc, bravo aux Raiders, parce que dans le fond, ce que les Raiders ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la recette des Chiefs avec des jeux explosifs. Juste mettre ça en perspective, Didier, 4 passes de plus de 40 verges pour les Raiders contre les Chiefs. Ils en avaient seulement une lors de leurs 4 premiers matchs. Et les Chiefs, défensivement, lors de leurs 4 premiers matchs, n'avaient pas été victimes d'une seule passe de plus de 40 verges. Alors, tu regardes ça sur papier, tu te dis, bon, ben ça fait Steve Spagnuolo. Il s'est dit, ben regarde, j'ai pas besoin de protéger les zones profondes, je peux faire du blitz, je peux attaquer Derek Carr. Il n'y aura pas de succès dans les zones profondes. Il ne pourra pas battre mes couvertures 1 contre 1. Ben, c'était tout le contraire. Il a mis ça dans les dents de Steve Spagnuolo. Ouais, c'est comme si finalement Spagnuolo et la défense des Chiefs ont été surpris là, par cette nouvelle attaque entre guillemets des Raiders. Ouais. C'est la vision que Gruden avait depuis le début de la saison. Malheureusement pour lui, Ruggs s'était blessé lors du premier match de la saison, un genou. Ensuite, il avait joué, il n'était pas à 100%. Mais oui, comme tu l'as dit, habituellement on n'attaque pas les zones profondes et on l'a fait. Donc on a fait une belle imitation d'une certaine façon de l'attaque des Chiefs de Kansas City. Du côté des Chiefs, est-ce que il y a des choses qui t'inquiètent au niveau de la performance des champions en titre du Super Bowl? Parce que, écoute, la semaine précédente, contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre, ça n'avait pas été une grosse performance de la part de Kansas City. Ouais. Bon, encore une fois, il faut dire que la barre est haute. Patrick Mahomes a passé pour plus de 300 verges.
Mais quand même, là, on ne voit pas une équipe aussi dominante. On a été dominant finalement contre les Ravens de Baltimore également lors de la première semaine d'activité, mais on n'est pas aussi constant, c'est ce que j'essaie Ouais. de dire, comparativement à la saison dernière. Oui, puis je pense que ce qu'on voit, là, c'est que les Texans de Houston avaient limité les dégâts pendant la majorité du match, beaucoup de défensives de zone, on empêche. Tu sais, il n'y avait pas un jeu de plus de 20 verges contre les Texans. Les Patriots sont arrivés avec un peu sensiblement la même chose. Beaucoup de couverture de zone, 8 gars, 7 gars en couverture de passe, plus de demi-défensifs. En plus, les Patriots ont été bons pour mettre de la pression avec 4, parfois avec 3 joueurs. Donc ça, c'est le meilleur des deux mondes. Tu mets de la pression sur Mahomes Mhm. et tu ne gaspilles pas de ressources en couverture de passe. Puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi du côté des Raiders. Beaucoup de défensives de zone. On teste la patience de Patrick Mahomes. Et la ligne à l'attaque, bon, c'est sûr, quand on a perdu Kelechi ou Semele, c'était pas la même ligne à l'attaque. Moi, je trouve que du côté. Moi, c'est sûr, c'est mon petit côté joueur de ligne à l'attaque qui ressort. Là. Je trouve que là, on n'est pas constant du côté des Chiefs. C'est vraiment au niveau de la protection. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que la ligne ne fait pas le boulot. Mais des fois, je trouve que Patrick Mahomes n'est pas discipliné dans sa zone de protection. Un recul beaucoup trop profond. Ça a bousé les angles de blocage, notamment pour les bloqueurs. Les gars sur le périmètre, là, que ce soit Mitchell Schwartz ou que ce soit Eric Fisher, tout d'un coup, les ailiers défensifs les contournent plus facilement. Là, Mahomes se met à courir. Puis je sais que je ne veux pas enlever le côté improvisation à Patrick Mahomes parce que c'est souvent là qu'il fait le plus de ravages. Mais en bout de ligne, ça n'aide pas toujours la ligne à l'attaque. Alors, c'est un peu, il y a une combinaison de tout ça que je trouve qu'on est un peu brouillon de ce côté-là chez les Chiefs. C'est un petit manque de discipline, mais je pense que du côté d'Andy Reid, on est capable de vivre avec ça parce qu'on ne voudrait pas menotter Patrick Mahomes. Mais c'est juste ça que moi, c'est mon petit côté de joueur de ligne à l'attaque qui dit ouais, mais ça c'est tannant parce que quand tu ne sais pas où le corps est, ben, c'est difficile de bloquer. Ouais. Ah, je suis certain que ça, c'est quelque chose que Andy Reid, également l'entraîneur de la ligne à l'attaque des Chiefs, vont adresser avec Patrick Mahomes. Ça, c'est vrai, ça, c'est très important en termes de protection. Écoute, la protection commence toujours avec le carrière. Et ça, c'est de plusieurs façons. Comme tu l'as dit, on peut blâmer la ligne à attaque pour certaines choses, les porteurs de ballon, mais la protection commence avec le carrière. Se débarrasser rapidement du ballon, savoir de quel côté le blitz arrive, notamment. Alors, je suis pas inquiet du côté des Chiefs. Regarde, c'est une Ouais. défaite, mais c'était la première en 14 matchs. On avait gagné nos 13 Ouais. rencontres précédentes. Et puis, c'est une rivalité de section, comme tu l'as dit, du côté des Raiders, on prenait ça personnel, on était fatigué de perdre contre Kansas City, alors on les attendait de pied ferme. Là. Ouais. Alors, ça va être intéressant de voir la suite des choses, ça met un peu de suspense au niveau de la course pour le premier rang de la section ouest de l'américaine. Ouais, puis souviens-toi, Didier, on était quand même dans le coup du côté des Chiefs, mais on était brouillon. 2 touchés ont été annulés. Un en début de match, le long jeu à Tyreek Hill. Pénalité pour avoir retenu contre la ligne à l'attaque. Pénalité qui était douteuse. On a été sévère, j'ai trouvé, envers le garde du côté gauche, Osemele. Et à la fin de la première demi, obstruction offensive contre Travis Kelce qui annule un deuxième touché. Donc, tu sais, malgré tous les problèmes, entre guillemets, des Chiefs, ils étaient dans le coup. Ils étaient à quelques jeux de gagner ce match-là et ont continué leur séquence victorieuse. Donc, faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain. Là, on n'est pas en reconstruction, c'est les Chiefs. Là. Je pense pas qu'on pèse sur le bouton panique. Non, non, vraiment pas. Là. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient savoir les soi-disant problèmes que Ouais. les Chiefs ont. On va rester du côté de l'association américaine. Les Steelers de Pittsburgh, bon, ils ont défait les Eagles de Philadelphie. Ce qui a retenu l'attention, bien sûr, c'est la performance du receveur canadien recru Chase Claypool, qui a vraiment été incroyable. Il a inscrit 4 touchés. Ben, les Steelers, en général, on en avait parlé avant le début de la saison. C'est l'équipe qui avait le potentiel de venir mêler les cartes au niveau de l'association américaine parce que cet été, bon, on ne faisait que parler des Chiefs et des Ravens, bien sûr, Mahomes et Lamar Jackson. Roethlisberger est un vétéran. Il a gagné 2 Super Bowls. Il est de retour. Il est en santé. Les Steelers ont une défense qui a le potentiel d'être dominant, bien qu'on n'a pas très bien joué contre les Eagles de Philadelphie. Mais qu'est-ce que tu penses des Steelers? Là, pour eux, c'était leur quatrième match de la saison. Au quart de la saison, ils sont parfaits, 4 victoires et aucune défaite. Ben, ce qui est intéressant, puis moi, ce que j'ai vu, c'est la progression de l'attaque. À chaque semaine, on marque de plus en plus de points. Finalement, on traverse le plateau des 30 points, on en marque 38. Alors ça va me faire dire que les Steelers deviennent de plus en plus dangereux. Parce qu'on savait qu'ils avaient une bonne unité défensive. Bon, oui, comme tu l'as dit, certains ennuis contre les Eagles, mais quand même. Et là, s'il faut que l'attaque de Roethlisberger commence à produire match après match, tu combines ça à l'unité défensive des Steelers. Oh, attention, là.
Attention, dans la section nord là, de l'américaine, ça va brasser. Là. Alors, non, moi, je trouve ça intéressant. Puis, Chase Claypool, c'est vraiment le fun de voir parce que je me suis amusé hier justement pour le 5 à 7. J'ai fait faire un petit visuel. Tu sais. Souviens-toi, Didier, semaine numéro 1, son premier rattrapé en carrière, Oui, spectaculaire, 24 verges sur les lignes de côté. C'était pas facile comme attraper. Souviens-toi, son premier touché en carrière, 84 verges contre les Broncos de Denver. Tu voyais déjà qu'il y a quelque chose de spécial avec ce, entre guillemets, petit garçon-là. Et là, hier, bon, ben, ouais, ça a il est été. talentueux, oui. Alors, tu sais, là, hier, ça a été 4 touchés. Je dis hier, c'est dimanche. Alors, tu vois vraiment, là. Le seul défaut de cette performance-là, c'est que peut-être que l'adversaire va commencer à porter une attention un peu plus particulière à lui. Donc, on va voir de quel bois il se chauffe et de comment il va être capable de réagir parce que je ne pense pas qu'on va le laisser marquer 4 touchés. Puis en même temps, il faut comprendre que chez les Steelers, il y a beaucoup de talent. Ça a donné que c'était le match de Chase Claypool contre les Eagles. Peut-être que la semaine prochaine, c'est le match de Juju Smith-Schuster. Alors, tu sais, je veux dire, on a des bons receveurs. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que le jeune homme fasse ça à tous les matchs. Là. Ouais, ben c'est ce que j'allais dire. Si on lui apporte une attention particulière, ben ça va être tant mieux pour le reste de l'attaque des Steelers. Comme tu disais, Ben Roethlisberger a tellement d'armes à sa disposition. On a un excellent groupe de receveurs. Deontay Johnson ne jouait même pas hier. C'en a un autre jeune receveur hier dimanche. C'en a un autre receveur qui est fort talentueux. James Conner possède une bonne saison, connaît une bonne saison. Benny Snell faisait des bonnes choses aussi dans le charrière au début de la saison. On a Eric Ebron comme ailier rapproché. Donc, on est vraiment bien nanti du côté de l'attaque des Steelers. Alors, je suis pas inquiet pour Claypool. Pour les Steelers, en général, personnellement, je suis pas inquiet. J'ai bien hâte qu'ils affrontent les Ravens afin de voir qu'est-ce que ça va donner comme Ouais. résultat. Et justement, en parlant de Baltimore, bon, les Ravens affrontaient leurs rivaux de section, les Bengals de Cincinnati. Ça a été une victoire facile des Ravens. Première rencontre difficile pour Joe Burrow. Encore une fois, s'est fait tabasser. Burrow, je disais qu'il a été victime de 22 sacs en 5 rencontres jusqu'à présent. On va devoir mieux le protéger parce que clairement, on a un Ouais. carrière de concession du côté des Bengals. C'est une question de juste de ne pas bousiller sa carrière et de s'assurer qu'il ne se fasse pas trop tabasser. Mais je veux t'amener à parler des Ravens, en particulier de Lamar Jackson. Parce que Lamar Jackson, la semaine dernière, il a raté du temps lors des séances d'entraînement en raison d'une blessure à un genou. Là, il a affronté les Bengals et ses statistiques au sol. 2 courses pour 3 verges. OK? On n'a sélectionné aucun jeu d'option du côté des Ravens. Donc, Lamar était uniquement un passeur. Il n'a pas connu un grand match, a raté des passes faciles. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter au niveau de l'état de santé de Lamar Jackson, selon toi? Ben, c'est certain que quand tu as un corps mobile qui fait où sont ses courses, des jeux structurés avec les courses du corps, c'est un gros morceau du plan de match offensif semaine après semaine. Dès que tu as une blessure à une cheville, à un genou, c'est sûr que c'est pas évident. La beauté, c'est qu'on a eu le luxe de jouer contre les Bengals. On a le luxe d'avoir une super bonne unité défensive qui est souvent sous-estimée, qui passe en dessous du radar parce qu'on parle tellement de Lamar Jackson et de l'attaque des Ravens de ce temps-ci depuis quelques années. Mais il faut se souvenir que les Ravens sont pas mauvais en défense aussi. Fait que je pense qu'on avait les ingrédients, l'adversaire parfait pour se dire, regarde, Lamar, on va juste lancer le ballon. Ça va te donner une répétition. Regarde, moi, je me dis, vois ça comme si on était dans un match, qu'on était dans du football de rattrapage. Puis, il va falloir que tu lances le ballon au trans. L'adversaire sait que tu ne pourras plus courir. Puis, on va voir aussi qu'on va s'en aller. Fait que dans le fond, oui, c'est une super performance, mais moi, je me dis, à quelque part, c'est peut-être le genre de match qu'on a utilisé pour essayer de donner un peu plus d'expérience à Lamar Jackson, de faire vivre un différent style d'attaque, puis voir jusqu'à quel point il va être capable de compenser. Parce que c'est ça le problème de Lamar Jackson et des Ravens en général. Quand ça va bien, ils sont super bons. Mais quand ils tirent de l'arrière, on dirait qu'ils perdent leurs moyens. Ouais. Fait qu'à quelque part, d'avoir un match où il ne court pas, ou que probablement qu'on lui dit, ben, clairement, on avait un feu rouge. Là, on dit, regarde, toi, tu ne cours pas, t'es blessé au genou, fait qu'on ne perd pas de chance. Fait que ça, je trouve ça intéressant, au moins là, pour la dynamique de dire, regarde, ce serait le fun d'avoir quelques matchs dans l'année où tu ne cours pas, puis il faut que tu fasses la différence avec ton bras, puis on va voir où ça va nous amener. Ouais, le forcer à demeurer un passeur. Pas qu'il le fait pas habituellement, mais il a toujours le luxe de pouvoir justement Oui. déguerpir à tout moment puis aller chercher un gain de 15 heures comparativement à d'autres carrières. Et rapidement, du côté de Joe Burrow, est-ce que ça t'inquiète la façon qu'il se fait frapper semaine après semaine? Parce qu'on a déjà vu la carrière Ouais. de jeunes carrières être déroutées parce qu'ils sont fait trop frapper. Moi, je me rappelle notamment du frère de Derek Carr, David Carr, Ouais. qui avait été le tout premier joueur sélectionné par les Texans d'Houston.
Puis jusqu'à ce jour, il détient encore le record peu enviable d'avoir été victime du plus grand nombre de sacs en une saison. Puis pauvre David Carr, il était plus le même. Là. Il s'était tellement fait Ouais. frapper. Puis pourtant, il était prometteur en début de carrière. Ouais. Ouais, puis c'était pas un gros gabarit. Puis Lamar Jackson, c'est pas un gros gabarit non plus. Tu sais, souviens-toi, Big Ben Roethlisberger a subi plusieurs sacs du corps tôt dans sa carrière. Puis à un moment Oui, donné, on a changé de oui, coordinateur offensif parce qu'il fallait commencer à ce qu'il se protège, qu'il dégaine plus rapidement, qu'il joue moins au cowboy, moins au héros. Puis que c'était correct d'avoir une passe de 5 verges au lieu de subir un sac ou de se faire frapper en espérant faire une passe de 40 verges. Alors, mais Roethlisberger, c'est un gros gabarit, c'est un gros tronc d'arbre. Là. Fait qu'il était capable exact. d'encaisser. Alors que quand tu as des plus petits gabarits, ben, il faut que tu fasses attention. Puis, non, Joe Burrow, 7 sacs encore contre les Raiders, en plus de toutes les fois qu'il s'est fait frapper. Les Ravens, en plus de toutes les fois qu'il s'est fait frapper. C'est parce qu'à un moment donné, il est très courageux. Hein. Pour l'instant, il va démontrer qu'il ne panique pas. Il a un bon sang-froid, il est courageux, il est prêt à accepter de se faire brasser. Mais jusqu'à quel point? À un moment donné, là, Mm. tout le monde est humain. Là. Je pense que personne aime ça rentrer dans un match et dire bon, ben, je vais encore me faire ramasser 10-12 fois aujourd'hui. Là. À un moment donné, je pense que sa vie est affectée. Et moi, c'est de voir qu'autour de lui, c'est pas tout le monde qui veut se battre. Là. Puis qu'est-ce qui se passe avec AJ Green? Lui, il devrait en profiter, Lui, il d'avoir une semble meilleure être chimie entre fini, les là. deux. Fait que, je ne sais pas si c'est temps d'être à Cincinnati, là, mais il y avait quelques jeux hier, avant hier, qu'on a reproché à AJ Green son manque d'intensité, son manque de vouloir donner tout pour l'équipe. Alors, ça aussi, c'est inquiétant. C'est peut-être aussi inquiétant, dans le fond, de voir que les joueurs, supposément, ces joueurs vedettes ne se présentent pas. Ouais, du côté d'AJ Green, depuis le début de la saison, souviens-toi, on avait fait un match tôt des Bengals. Je crois que c'était contre les Browns. C'est la deuxième semaine d'activité. Et puis, il avait échappé des passes. Écoute, il semble pas être lui-même depuis le début de la saison. Puis, je me demande, parce que AJ Green, si je me souviens bien, lors des 2 dernières années, il a pris part à seulement 9 matchs. En fait, l'année passée, il n'a pas joué du tout. Et en 2018, il avait juste pris part à 9 rencontres. Et puis à chaque fois, c'est en raison de blessures aux jambes. Puis là, il est âgé dans la trentaine. Je me demande si c'est tout simplement pas si physiquement il n'est plus le même joueur qu'il était. Là. Parce que lui, il était un spécimen, on s'en souvient, avec son gabarit, sa rapidité. Alors je me demande si tout simplement, après 2 ans ou presque d'inactivité, peut-être qu'il est rendu au bout du rouleau, tout simplement. Heureusement, on lui Ouais. a juste donné un contrat d'1 an du côté des Bengals, mais les jeunes, ils semblent en donner plus que lui. Là. Les jeunes comme T. Ouais. Higgins, notamment, semblent beaucoup plus affamés qu'AJ Green. Ouais. Alors, on va y aller maintenant du match entre les Panthers et les Falcons. Bon, c'était une victoire des Panthers. On va commencer avec Atlanta. Pas nécessairement à cause de la défaite, mais qu'est-ce qui a suivi la défaite? L'ère Thomas Dimitrov, le directeur général, est terminé. L'ère Dan Quinn, entraîneur-chef, c'est fini. Les deux ont été congédiés après la rencontre. Euh, Écoute, du côté des Falcons, est-ce que c'est facile de dire que leurs déboires ont commencé avec naturellement cet effondrement au Super Bowl lorsqu'ils menaient 28-3 contre les Patriots de Denver-Angleterre? Ou si pour toi, il y a d'autres facteurs qui ont mené à la perte finalement de Dan Quinn et de Thomas Dimitrov? Ben, c'est sûr que ça a pas aidé hein, parce qu'on a une fiche négative depuis la fameuse défaite au Super Bowl, donc on ne s'est jamais remis de ça. Euh, mais on n'a jamais eu d'unité défensive. Matt Ryan, des blessures au receveur de passe. On n'a jamais figuré la ligne à l'attaque par la suite. Oui, on marquait beaucoup de points. L'unité défensive, c'est ça qui me décevait le plus parce que Dan Quinn, à la base, c'est un disciple de Pete Carroll. C'est un ancien coordinateur défensif. Puis c'est sa défensive qui était toute croche. Je trouvais que ça avait. Tu sais, on a entendu depuis qu'il a été congédié, tellement un bon monsieur, mais peut-être trop bon monsieur, parce Mhm. qu'à un moment donné, on dirait que le message ne passait plus. Puis on disait souvent que les Falcons, c'était une équipe qui manquait de armes, qui n'était pas très combative. Puis, tu sais, 0-5, c'est sûr que Arthur Blank, à un moment donné, là, les lumières rouges ont allumé, il a dit c'est assez, là. Mais c'est pas juste le 0-5, c'est la façon dont le 0-5 est arrivé. Toutes les avances qu'on a bousillées. Une équipe qui manque de caractère, une équipe qui n'est pas tough mentalement. Puis la série sur Sunday, moi, je pense, c'est qu'on perde contre les Panthers avec un nouvel Oui, entraîneur, une équipe, entre guillemets, voilà. en reconstruction, avec un porteur de ballon avec le meilleur joueur offensif qui n'est pas là, Christian McCaffrey. Là. Fait que là, Arthur Blank a dit OK, là, je comprends pas. Là. On est supposé les battre, eux autres. Là. Eux autres, ils arrivent avec un nouveau coach, un nouveau système, un nouveau corps. Christian McCaffrey n'est même pas là. Puis ils viennent nous battre. Fait que ça, d'après moi, ça a été comme le petit indice là, qui a dit là, c'est assez, il faut passer à un autre appel.
Ouais, je pense qu'Archer Blank, au cours de la rencontre, il a réalisé, ouais, finalement, j'aurais dû les congédier à la fin de la saison dernière. Vous vous souvenez-toi, on n'était pas certain si Quinn et Dimitrov allaient revenir. Puis là, je pense qu'il s'est dit, regarde, si je les avais congédiés à la fin de la saison dernière, ben peut-être que c'est moi qui aurais Matt Rule comme entraîneur-chef. Parce que du côté des Panthers, c'est simple, on a reparti à neuf. On n'a même pas ramené Cam Newton, qui a été un des plus grands joueurs de l'histoire de la concession. Changement d'entraîneur-chef. Puis là, on vient de gagner 3 matchs de suite. On a fait un dossier de 3 gains et 2 revers. Si tu es Arthur Blank, est-ce que tu repars à neuf justement comme les Panthers? Là, tu vas visiblement déjà avoir un nouveau DG, un nouvel entraîneur-chef, mais j'irai même plus loin. Est-ce que tu te mets en mode de vente de feu d'ici à la date limite des transactions? Julio Jones, écoute, il est âgé dans la trentaine, il commence à être souvent blessé, il ne jouait pas en raison d'une érogation musculaire aux ischio-jambiers. Matt Ryan, Pierre, il a 35 ans maintenant. Oui, tu es allé au Super Bowl avec Matt Ryan, tu ne l'as pas gagné. Tu vois, ça me fait penser un peu avec les Panthers avec Cam Newton. Est-ce que c'est pas le temps tout simplement de repartir à neuf et même justement de se mettre en mode de vente de feu, puis d'avoir une chance peut-être de repêcher Trevor Lawrence de Clemson ou Justin Field d'Ohio State? Ouais. Ouais, non, moi, je suis d'accord. Puis, tu sais, de vraiment aller voir c'est qui le prochain au niveau des entraîneurs-chefs qui sort des rangs collégiaux américains. C'est comme Matt Rule était à l'université, Baylor. Je pense que c'est ça, là, maintenant. Là. Tu sais, je regarde les Cowboys, ils sont allés avec du recyclé, là, Mike McCarthy. Pour l'instant, Mm. ça fait pas fort. On dirait que la nouvelle, c'est pas le mot Génération. que je cherche. Génération, tu sais, les nouvelles façons de faire, c'est qu'on va de plus en plus vers les jeunes entraîneurs qui ont des attaques dynamiques, qui sont capables de, tu sais, qui arrivent avec des nouvelles façons de faire, qui brassent les choses. Fait que ce serait, moi, tu sais, je pense qu'Atlanta, on regarde ce qui se passe en Caroline, ça semble bien fonctionner. Fait que ça va, non, c'est intéressant de ça. Puis moi, je suis d'accord qu'à un moment donné, c'est parce que, tu sais, quand tu perds tout le temps, là, à un moment donné, tu développes cette attitude-là. Puis, tu sais, oui, ça va prendre un méchant motivateur pour relancer tout ça, là, mais c'est parce que là, il y a une méchante culture de perdant qui est installée depuis des années. Alors, à un moment donné, oui, tu as les coachs, tu as aussi les joueurs qui doivent exécuter. Fait que non, c'est peut-être le temps de passer à un autre appel, effectivement. Oui, parce que j'ai hâte de voir ce que Arthur Blank mais moi, c'est ce que je ferais. Là. Je ferais comme les Panthers, je repars à neuf complètement. Je crois que c'est la solution, la chose à faire du côté des Falcons. Tu as mentionné les Cowboys. Bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Dak Prescott. Tout le monde en a eu un pincement au cœur lorsqu'on l'a vu sur le terrain avec sa cheville. Non seulement il a subi une fracture ouverte à sa cheville droite, mais également une dislocation de la cheville. Il a été opéré, bien entendu. Sa saison est terminée. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait aborder cette malheureuse blessure à Dak Prescott. Premièrement, on va commencer avec Dak Prescott, la personne. Parce que c'est un joueur qui est énormément apprécié par ses coéquipiers. On sait que le poste de carrière partant des Cowboys de Dallas, c'est possiblement la position la plus prestigieuse au football de la NFL. Et la façon dont il se comporte, il semble vraiment être un modèle, mais pas juste ça au point de vue personnel. Ça n'a pas été facile pour lui au cours des dernières années. L'année Mm. dernière, un de ses frères, s'est suicidé plus tôt au cours de sa vie. Il a perdu sa mère qui avait été victime d'un cancer, qui est décédée. Alors ça fait en sorte qu'il y avait des gens qui sont des fans de Dak Prescott. Toi, premièrement, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as vu la nature de sa blessure et de le voir quitter en voiturette qui pleurait à chaudes larmes? Ah, écoute, c'était triste. Là. C'était vraiment pénible à regarder, là, au-delà de la blessure, au-delà des images de la blessure comme telle qui était atroce. Là. Mais non, c'est triste parce que pour tout ce que tu as dit, tu sais. Puis quand j'ai vu les réactions des Cowboys, de ses coéquipiers, la réaction des gars contre qui ils jouaient, les Giants, la réaction de toute la communauté du football aux États-Unis, que ce soit football universitaire, football de la NFL, m'a dit de quoi il y avait beaucoup d'amour qui ont été donnés envers Dak Prescott, puis avec raison, ça en dit long, ça. Alors, puis tu sais, tu rajoutes à ça, tu parlais des drames personnels dans sa famille, mais rajoute à ça, il n'a pas été en mesure de trouver son nouveau contrat, de s'entendre avec un nouveau contrat. Il faut croire Mm. que les négociations, c'était pas facile. Fait que ça, c'est une autre chose qui n'était pas facile humainement. Toute la COVID-19, c'est pas une année qui est normale. Tu sais, tout ça aussi, ça dérange. Là. Alors, c'est une chose après l'autre. Alors, une année 2020, puis on voit que le jeune homme, tu sais, il s'était même ouvert là, dans les médias en disant ouais, tu sais, je pense avoir fait une dépression, là, la santé mentale c'est important. Puis, tu sais, alors, tu sais, il a fait preuve de leadership dans bien des sujets qui sont pas faciles.
Fait que, mais Ouais. écoute, moi, je pense que j'ai vu Alex Smith jouer au football dimanche. Fait que moi, je pense qu'on va voir Dak Prescott jouer au football encore, là. J'ai l'impression que c'était pas aussi grave que Alex Smith. En tout cas, on va lui souhaiter. Puis, je suis pas inquiet, il va faire son argent. Si c'est encore une étiquette de joueur de concession, ben c'est un autre 38 millions qui rentre dans ses poches. Si c'est un contrat à long terme, Ouais. tant mieux. Puis là, s'il pourrait avoir une étiquette de concession pour une troisième année, puis ou si c'est pas ça, puis qu'il va jouer ailleurs, il va avoir un gros contrat. Fait que c'est sûr que moi, je prends pour acquis qu'il va être en santé, qu'il va revenir, puis il va aller chercher son contrat. Puis en tout cas, je lui souhaite parce que c'était ça un peu la réaction des gens. Oh non, il aurait dû signer son entente. Il vient de laisser tellement d'argent Ben ouais, mais là, sur, c'est sur facile la à table, dire, là, tu sais. ça. Ben oui. Fait que non, on s'entend, Didier, les Cowboys en attaque sont plus dynamiques avec Dak Prescott, mais il y a quand même des ingrédients dans cette attaque-là. Andy Dalton a prouvé qu'il est capable de faire le boulot. Je comprends que c'est un petit échantillonnage, là, mais Andy Dalton a quand même une fiche gagnante lui, avec les Bengals. Alors, c'est un réserviste de Ouais. qualité qui est capable de rendre de fiers services et qui est capable de prendre des commandes de l'attaque. Là. Donc, il ne faut pas. Puis, souviens-toi, là, ils sont dans la section S de la nationale. Ils sont au premier rang avec une Oui, ben fiche de écoute, ils sont en 2-3. première position. Exact. Alors, tu sais, Exact. Non, écoute, Andy Dalton a permis aux Bengals de participer aux éliminatoires 4 fois au cours de sa carrière. Il a déjà connu une saison de 33 passes de toucher. Enfin, Andy Dalton, c'est simple, c'est un des meilleurs carrières réservistes de la NFL. Même, on se demandait durant la saison morte, est-ce que les Bears de Chicago allaient le mettre sous contrat afin de compétitionner avec Mitchell Trubisky. Finalement, Chicago a signé Nick Foles, mais c'est un joueur qui est de calibre à être carrière partant dans la NFL. Et lorsqu'il est bien entouré, comme c'était le cas durant ses bonnes saisons avec les Bengals, souviens-toi, les Bengals, en termes de talent, c'était une formation très talentueuse. Le seul problème, c'est lorsqu'on arrivait en éliminatoire, on ne gagnait pas. On avait vraiment tout un club. Alors, lorsqu'il est bien entouré, lorsqu'il a une bonne protection, Andy Dalton est capable d'être un carrière productif. Question de savoir maintenant ce que la ligne à attaque des Cowboys, qui est sévèrement mochée, sera en mesure de bien protéger. Mais bon, ouais. ils vont être dans la course probablement jusqu'à la fin en raison de ce que tu as dit, la section S en national qui est vraiment pourrie. Ouais, puis tu sais, du côté de la ligne d'attaque, la bonne nouvelle, c'est qu'Andy Dalton, c'est un carrière qui sort un peu d'un système West Coast, donc beaucoup de petites passes, il dégaine rapidement, donc ça pourrait compenser. Hein, lui, il est habitué de remettre le ballon rapidement dans la main de ses joueurs qui sont capables de courir après l'attraper. Je pense qu'on va faire, évidemment, qu'on va revenir, on va remettre Ezekiel Elliott à l'avant-plan. Alors, c'est sûr que ça va, tu sais, on va quand même faire avancer le ballon, mais ça va être de façon différente. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait connaître des meilleurs débuts de match. Puis il faudrait arrêter de jouer dans du football de rattrapage parce que Dak Prescott, il faut lui donner ça. Dans du football de rattrapage, il était capable de livrer la marchandise. Puis, tu sais, Andy Dalton, hein, on faisait la blague l'autre fois. Là, il ne joue pas en défensive non plus. Là, la défensive de Mike Ouais. Nolan, qui est une vraie passoire. Écoute, qui alloue plus de 30 points aux Giants de New York, ça, c'est assez. Ça, c'est une honte. J'ai Ça, hâte c'est de voir honteux, ce qu'on va Pierre. faire parce que Mike McCarthy il dit semaine après semaine, on s'en va pas dans la bonne direction. Je vois pas d'amélioration, je vois pas de progression. C'est une tendance, une mauvaise tendance. Ouais, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est si compliqué? Parce qu'il y a du talent quand même dans ces unités défensives-là, surtout dans le front défensif. Ouais, ben écoute, moi je pense qu'il y a deux choses à faire. Une, ça serait possiblement de congédier Mike Nolan. On a déjà deux entraîneurs-chefs qui ont perdu leur poste. Je vois pas pourquoi on garderait Mike Nolan parce que tu parlais de recyclage avec l'embauche de Mike McCarthy. Ben McCarthy n'a pas été très original avec son embauche de Mike Nolan. Je sais qu'ils sont des amis. McCarthy avait été coordonnateur de Mike Nolan avec les 49ers de San Francisco à l'époque, parce que Nolan était l'entraîneur-chef. Donc, il y a des liens, mais clairement, écoute, puis Nolan, ça faisait quelques années qu'il n'était plus dans la NFL, qu'il ne coachait plus. Alors, lui, il semble vraiment dépassé par cette NFL moderne. Alors, on va voir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je dis ça, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un au sein du groupe d'entraîneurs des Cowboys qui pourrait potentiellement remplacer Nolan à titre de coordinateur. Et la deuxième chose, qui est possiblement la plus importante, à mentionner le nom d'Ezekiel Elliott. Il se doit de devenir la pierre angulaire de l'attaque, pas juste pour le bien de Andy Dalton, mais pour le bien de la défense. La meilleure façon de s'améliorer en défensive, c'est si justement l'unité défensive n'est pas sur le terrain, si elle reste sur les lignes de côté, son contrôle, le rythme de la rencontre, au niveau du temps possession. Ça, c'est quelque chose que John Gruden, il fait bien, je trouve, avec les Raiders, parce qu'il sait que sa défense, elle est très, Ouais. très, très moyenne.
Mais Gruden, à toutes les semaines, il essaie d'avoir un équilibre au niveau de sa sélection de jeu. D'ailleurs, au quatrième quart, on a complètement, en deuxième demi, on a dominé les Chiefs. Les Chiefs ont eu possession du ballon pendant seulement 10 minutes. Ça fait en sorte que la défense des Raiders a été sur le terrain pendant seulement 10 minutes. Alors, du côté des Cowboys, ça a souhaité qu'on va remettre le ballon plus souvent, non seulement avec Zeke, mais également le porteur de ballon numéro 2 dont le nom m'échappe, qui est Tony quand même Pollard. talentueux. Tony Pollard, voilà, qui est quand même talentueux. Alors pourquoi pas utiliser ce monstre à deux têtes qu'on a dans le champ arrière du côté des Cowboys, afin surtout de garder la défense le plus loin possible du terrain. En tout cas, moi, c'est ce que Toi, j'essaierais de faire. Didier, toi, la ligne défensive à Toledo, t'étais-tu allié défensif ou placard? C'était J'étais ça. ailier défensif. On a essayé de faire de moi un plaqueur parce qu'on avait un surplus d'ailier défensif et on n'avait pas beaucoup de profondeur à position plaqueur. C'est à OK. ce moment-là qu'on m'a demandé de gagner entre 25 et 30 livres. Parce qu'on trouvait que j'avais la Non, mais charpente pour ajouter le poids. je te pose la question parce que comme allié défensif, toi, j'imagine que tu étais en 3 points d'appui. Hein? Oui, Normalement, exact. tu travaillais en 3 points d'appui. Non, mais c'est parce que pour revenir à Oui. Mike Nolan, là, tu sais, tu un gars comme DeMarcus Lawrence, tu un gars comme Everson Griffin, à qui tout d'un coup tu demandes d'attaquer le corps en position de debout. Parce que lui, Oui. tu sais, c'est système 3-4, je veux des gars hybrides. Fait que des fois, vous allez avoir la main sur le gazon, des fois, vous allez être debout. Hey, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alden Smith l'avait déjà fait à San Francisco. C'est pas. Et c'est lui qui est, Mais de c'est tous pas les tous les blancs, qui est le joueurs plus qui à sont l'aise dans le nouveau capables. système. Mais non, mais c'est quoi cette affaire-là? Mhm. Alors, ça, c'est de l'entêtement. Ça, c'est pas du bon coaching. Du coaching, c'est de prendre les joueurs que tu as et de les faire produire. Tu n'es pas à l'aise avec ça, oublie ça, on jette ça aux poubelles. C'est quoi que tu veux faire? Qu'est-ce que tu Ben, fais il y a de eu beaucoup. bien? Exactement. Hey, ouais, voyons donc. Hey, as-tu déjà vu Usain Bolt, là, quand il court le 100 mètres, y a-tu les mains à terre ou il est debout en 2 points d'appui? Non, mais tu sais, c'est parce que là, Les deux mains à terre. Non, mais tu as entièrement raison. C'est vraiment un bon point, Pierre, parce que c'est pas tous les joueurs. Et puis il y a des entraîneurs, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent, ben, on va juste te demander de jouer en deux points d'appui. Ça ne fera pas de différence qu'en 3 points d'appui. Mais lorsque tu es un joueur qui est habitué d'avoir ta main au sol, là, et on te demande de te lever, il y a des joueurs qui ne sont pas capables de faire cette transition-là. Tout ouais, comme d'avoir sa main au sol, lorsque tu es habitué de jouer en 2 points d'appui, c'est pas une transition qui est facile. Moi, j'étais habitué de jouer en 2 points d'appui debout parce que originalement, dans les rangs collégiaux, bon, je jouais à la position de secondaire extérieur. On a changé pour une 4-3, mais très souvent, j'étais quand même en 2 points d'appui. Puis en 2 points d'appui, la perspective est différente. Tu peux voir, bon, qu'est-ce qui se passe ouais, dans le champ arrière. Tu peux voir les blocs venir d'une façon différente comparativement quand tu as ta main au sol et vice-versa. Et puis, clairement, Everson Griffin, de Marcus Lawrence, depuis qu'on les voit dans la NFL, lorsqu'ils étaient dans les rangs universitaires, ils jouaient à 3 points d'appui. Entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment un bon point. Ça, c'est de l'entêtement du côté de Mike Nolan. Comme tu l'as dit, les bons entraîneurs-chefs vont te demander de faire des choses avec lesquelles tu es à l'aise. Ils ne vont pas s'entêter à te demander de faire des choses dans lesquelles tu es le plus ou moins confortable. Puis c'est ce qu'on fait du côté de Mike Nolan, malheureusement. ouais, parce que, tu sais, quand tu es en départ de sprinter, ben, la clé pour un joueur de ligne défensive, c'est de rétrécir l'écart entre toi et le joueur de ligne à l'attaque le plus rapidement possible. C'est d'être capable d'arriver au point où tu peux tourner le coin plus rapidement que le joueur de ligne à l'attaque qui, lui, veut t'empêcher de tourner le coin. Alors, la façon la plus rapide pour partir par en avant, c'est quand tu as les mains à terre. Regarde, les sprinteurs le font au Ouais. 100 mètres, là. Alors, on ne s'ostinera pas avec ça. Fait que c'est tout ça que moi. Puis je sais qu'on a jasé, je sais on a changé un petit peu ça du côté des Cowboys, mais les premières semaines, c'était de l'entêtement. Fait que là, non, regarde, on pourrait continuer là-dessus longtemps, là, mais c'est un point important. C'est des petits détails qui font toute la différence. Voilà, on verra si Mike Nolan sera en mesure de s'ajuster. On va rester du côté de la section Est de la nationale. Tu lui as mentionné le nom d'Alex Smith, qui a pris part à un premier match depuis la saison 2018. Il avait subi, comme Dak Prescott, une fracture ouverte à une jambe. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Alex Smith en plus, c'est qu'il a eu des complications. Il a eu plusieurs infections. À certains moments, il y avait même la bactérie mangeuse de chair dans sa jambe. Et puis, je ne sais pas si tu as vu le documentaire que le réseau ESPN a fait sur sa remise en forme. On l'a suivi pendant des mois. Écoute, là, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui est arrivé à sa jambe? Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous voulez, vous pouvez aller sur Google, aller rechercher des vidéos de l'état dans lequel sa jambe était ou des photos. Je vous le dis, cœur sensible de s'abstenir.
Au cours du documentaire, on nous a montré sa jambe à quelques reprises. Je l'ai vu une fois, puis après ça, à chaque fois qu'il la remontrait, je tournais ma jambe, je tournais ma tête, parce que Pierre, à un certain moment, on voyait même son tibia. Ça, c'est à quel point il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de muscles autour de sa jambe, si bien qu'il a dû faire sa remise en forme dans un centre qui est de remise en forme pour les anciens militaires qui sont victimes d'accidents au combat. C'est les personnes qui, malheureusement, sont victimes d'une explosion, mettent le pied sur une mine. Et puis c'est à ce moment-là que bon, il y avait une possibilité qu'il soit amputé. Donc, il faut que les gens comprennent à quel point Ah, Alex Smith revient de loin. Oui, c'était un beau moment de le voir sur le terrain, mais en même temps, je me sentais pas à l'aise, moi, personnellement, après avoir vu le documentaire, de le voir sur le terrain, sachant tout ce qu'il a éprouvé. J'avais peur pour lui en même temps. J'étais content de le voir là, de le voir avec sa famille dans les estrades. Mais Pierre, honnêtement, j'étais terrifié pour lui. Je souhaitais pas le voir se blesser. Puis surtout qu'Aaron Donald s'amenait dans le champ arrière continuellement. ouais, je dis à la blague que j'ai jamais été aussi content d'avoir un carrière se faire rabattre au sol puis subir un sac du corps qu'Alex Smith, parce qu'il a survécu. Parce que je pense qu'on avait tous la même anxiété, la même nervosité. On était tous, puis on se disait tous, tu sais, voyons, Alex Smith, là, compte-toi chanceux. Tu es revenu en forme, tu vas avoir une belle qualité de vie. Tu as joué 15 ans. Je pense que tu as été capable d'empiler les millions. Tu n'as plus Oui. grand-chose à prouver. Alors, ça en dit long sur sa passion, sur son amour du football, puis d'avoir sa famille, ses 3 enfants dans les gradins, c'est le fun. Mais j'avoue que c'était pas évident. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. Je disais, boy, s'il faut quand il va se faire plaquer, quand il va avoir un, tu sais, dans les jambes, comment ça va réagir. Là, puis là, tu sais, la performance, on s'entend, là, c'était une performance pépère. Là. 9 en 17 pour Oui. 37 verges, 6 sacs. Alors, c'était rien pour écrire à sa mère, mais juste le fait que ça sur le terrain, ça, c'était une victoire en soi. Ouais, puis ça m'amène à parler rapidement bon, de Dwayne Haskins. Ron Rivera qui a décidé de clouer au banc au profit de Carl Allen, mais si tu combines les statistiques de passeurs d'Alex Smith et de Carl Allen, on a passé pour seulement 70 verges du côté de Washington. Alors, pourquoi pas laisser Dwayne Haskins dans la mêlée? Puis on se rend compte que Dwayne Haskins, bon, oui, connaissait pas un bon début de saison, mais comme tu l'as dit, Alex Smith victime de six sacs. Je crois que Carl Allen a été victime, lui, de 2 sacs du quart. Ouais. On n'a pas une bonne ligne à attaque, on n'a pas une bonne équipe. Donc ça on n'a pas de receveur, mis à part Terry McLaurin. Donc ça nous a prouvé, pour moi en tout cas, ça nous a prouvé à quel point Haskins est mal entouré. Comment tu veux qu'un jeune quart connaisse du Ah. succès dans pareilles circonstances? Non, c'est clair. Écoute, c'est une situation qui est difficile, là, notamment avec tous les changements. Tu as ton entraîneur-chef, Ron Rivera, qui combat un cancer en plus. Alors, c'est vraiment, là, c'est assez particulier ce qui se passe avec le club de Washington. La seule affaire sur Dwayne Haskins, on en a su un petit peu plus parce qu'évidemment, on se disait pourquoi on va abandonner. C'est un choix de première ronde, c'est une nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouveaux entraîneurs, nouveau système. Écoute, le prénom du coordinateur à l'attaque, là, Turner, le fils. Ah, le fils à North, oui. North. Lui, c'est sa première année comme sélectionneur de jeu. Là. Vraiment, c'est lui qui a les règnes de l'attaque. Fait que tu sais, tu as un nouveau sélectionneur de jeu. Puis, c'est-tu Scott Turner, peut-être? Mais on va s'entendre Soit qu'il ne connaît Scott pas ou son attaque. Ron, ouais. Il connaît pas son attaque aussi bien que son père, hein? Tu sais, North Turner. Ouais, Alors, non, clairement. tout ça, ça aide pas Haskins. Mais en même temps, lorsque les histoires ont commencé à ressortir, parce qu'on se posait toute la question, voyons donc, comment ça, là? Qui abandonne sur Dwayne Haskins. Et là, quand on a su qu'il y a eu des histoires comme quoi il n'était pas le premier arrivé au stade, il n'était pas le dernier à quitter le stade. Ça, c'est un faux pas majeur pour la position de carrière. Ça, il a signé son arrêt de mort. Là. Écoute, s'il y Mhm. a bien une position où tu dois faire preuve de leadership, s'il y a une position où tu dois être celui qui travaille le plus fort dans toute l'équipe, c'est la position de carrière parce que tout le monde regarde le carrière dans une organisation de football. Alors ça, c'était décevant d'entendre ça. Manque de motivation. Pourtant, les attentes étaient claires. Je me souviens d'avoir lu un article que Ron Rivera l'avait pris de côté pendant la saison morte, avait fait exactement le même speech qu'il avait fait à un certain jeune Cam Newton à sa première année avec les Panthers. Cam Newton qui avait bien répondu, qui était parti dans la bonne direction. Fait que quand tu te mets à entendre tout ça, il y a comme un lien de confiance qui a été brisé. Puis là, il faut croire que Ron Rivera il a dit c'est terminé, je passe à un autre appel. Lui, je ne peux pas le truster, comme on dit en bon québécois. Ouais, puis je me souviens, la saison dernière, il y avait Adrian Peterson qui jouait avec les Redskins avec Washington l'année dernière, et il avait pris à part Dwayne Haskins et lui avait parlé. Il lui avait dit, tu dois être mieux préparé.
il lui avait dit, durant la semaine, tu dois mieux te préparer pour être prêt durant les rencontres. Ça, c'est Adrian Peterson, un joueur qui va être qui sera au temple de la renommée éventuellement. Écoute, il en a de l'expérience, Adrian Peterson, c'est un des doyens de la NFL. Lui-même, il l'avait pris à part, puis il avait essayé de lui expliquer comment de se préparer. Alors, conversation avec Adrian Peterson l'année passée, durant la saison morte avec Ron Rivera, le message n'a pas passé. Mais lorsque je regarde les autres options, Alex Smith et Kyle Allen, c'est vraiment pas mieux. Mais bref, Ouais. regarde, je pense qu'on a assez parlé de Washington. On sait que cette concession-là, ça va pas bien Ouais. depuis 1999, depuis que Dan Snyder a acheté l'équipe. Mais même avec Ron Rivera au poste d'entraîneur-chef, ça va pas mieux à Washington. Les Ouais, puis 49ers de San Francisco. en Ouais, passant, vas-y. Didier, juste pour terminer là-dessus, là, tu as raison de parler du propriétaire parce que ça revient encore à lui. Parce que lorsque Mhm. tu entends les histoires, c'est lui qui a forcé l'organisation à repêcher Dwayne Haskins. Alors, c'est lui qui est pogné Ouais, avec tout ça. Alors, non, ouais. c'est pas Jojo ce qui se passe à Washington. Non, parce que Haskins, il est natif de la région de Washington. Alors, Dan Snyder, ça fait longtemps qu'il le connaît, qu'il en entend parler, puisque naturellement, à l'école secondaire, il était tout un joueur, il est allé à Ohio State, donc ce produit local. Donc, Snyder est en amour avec lui, comme tu l'as dit, il voulait le sélectionner. Encore une fois, c'est Washington, c'est la source de tous les problèmes de Washington depuis 21 ans. C'est Dan Snyder, c'est ça, ça. Je ne vais pas juste simplifier les choses, mais c'est vraiment ça. Bon, écoute, Ouais. on va aller du côté de la section ouest de la nationale, les 49ers de San Francisco, eux se sont fait surprendre, mais pas à peu près. Là, par les Dolphins de Miami, les Dolphins, les hommes de Brian Flores qui menaient 30-7 à la mi-temps. 30-7, Pierre. Moi, j'avais pas l'intention de porter attention à cette rencontre-là dimanche après-midi. Puis là, lorsque les Dolphins ont Ouais. commencé à donner une volée aux Dolphins, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça a été la réaction de bien des gens. Premièrement, félicitations aux Dolphins de Miami. Brian Flores, un jeune entraîneur-chef. Personnellement, je l'aime beaucoup. Il a amené de l'attitude à Miami. Donc, les Dolphins qui semblent être sur la bonne voie. Ryan Fitzpatrick, qui continue d'être Ryan Fitzmagic. Il joue bien. Ça fait en sorte que ça donne du temps à toi, justement, de se préparer, de voir comment un carrière professionnel doit se préparer. Pour faire suite à notre conversation à Dwayne Haskins, lui, il n'a pas eu nécessairement ce luxe-là l'année dernière également. C'est ça, c'est responsabilité, là, comme tu dis, d'être plus travaillant, de rester tard au centre d'entraînement. Mais pour toi, c'est une belle opportunité, là. Parce que Ryan Fitzpatrick, ça fait longtemps, quoi. Il en est à sa 16e saison, quelque chose comme ça. C'est une carrière professionnelle, il sait comment se préparer. Alors pour toi, moi, je ne suis pas empressé de le voir jouer. Premièrement, il a subi une grave blessure à une hanche l'année dernière, mais le plus de temps qu'il passe sur les lignes de côté, le plus qu'il peut apprendre de Ryan Fitzpatrick. Moi, je ne me souviens pas de la carrière d'un jeune carrière qui a été ruiné parce qu'on a attendu trop longtemps pour le faire jouer, mais je peux t'en nommer plusieurs qu'on a fait jouer trop rapidement, par contre. Ouais, non, c'est le meilleur des deux mondes. Puis, tu sais, toi, lui, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il soit en santé. Puis, c'est ça que Brian Flores avait dit. Moi, je ne peux pas l'envoyer sur le terrain tant que je ne serai pas certain qu'il sera en mesure de se protéger. Se protéger en sachant qu'il est à 100% au niveau physique et qu'il connaît ses jeux à 100%. Pour pas qu'il se ramasse dans une Mm-hmm. situation où là, il fige, il panique, il ne prend pas la bonne décision. Puis, qu'est-ce qu'on reprochait à Tua quand il jouait à l'Alabama? C'est qu'il était trop On téméraire. servait le ballon. Il voulait, Ouais. il voulait le gros jeu, il voulait jouer au héros, il était prêt à tenir le ballon une seconde de trop dans ses mains, peut-être donner une seconde de plus à ses receveurs, mais là, il se faisait plaquer. C'est comme ça qu'il s'était blessé à la hanche. Donc, non, c'est correct. Regarde, c'est un grand pas entre les rangs universitaires et la NFL. Donc, non, ça, c'est une situation qui est intéressante pour lui. Puis, tu sais, je parlais de corps qui peut se protéger, puis ça peut être mon lien, Didier. Là, je me permets d'aller du côté des 49ers. Je comprends pas Ouais, que ouais, Jimmy vas-y, vas-y. Garoppolo a joué. Je ne comprends pas que Jimmy Garoppolo a joué. Il était clairement pas capable de pousser avec son pied droit pour transférer son poids puis lancer avec vigueur, lancer avec vélocité, lancer avec précision. Des passes flottantes, des interceptions. Tu voyais qu'il pouvait à peine pousser puis il levait le pied droit. Hey, le pied droit, là, quand tu es carrière droitier, c'est ton pied en arrière. C'est ça qui fait que tu recules, tu plantes ton pied puis tu repars par en avant puis tu transfères ton poids. C'est drôlement important pour lancer avec précision et force. C'était pas là. Finalement, Carl Shannon dit il sort à mi-temps. Mais pourquoi il a commencé le match? Puis tu sais, je sais que des fois, c'est pas une science exacte, les blessures. Hein? Le joueur t'a dit qu'il est correct. Les médecins te disent qu'il est correct. Toi, il faut que tu le regardes aller puis tu dis je pense qu'il est correct. Puis des fois, tu arrives après la deuxième séquence, bouffe, surtout une cheville, le high ankle sprain, là,
je sais pas si le terme Une francophone entorse. pour ça, c'est. Une entorse En tout cas, une sévère. entorse Ouais. au ligament interosseux, je pense, parce que c'est au niveau de tout ce qui tient le tibia, le péroné, puis la cheville ensemble. Là. Mhm. Ça prend plus de temps à guérir. Puis ça, c'est vrai que c'est mal commode. Fait que c'est toujours revenu après 2, 3 séquences, mais je trouvais ça bizarre. Clairement, dans ma tête, il n'avait pas l'air d'un gars prêt. Puis ça, c'est la job de Carl Shannon de dire moi, il faut que je sache que si j'envoie ce gars-là, là, il faut qu'il soit capable de se protéger. Il faut qu'il soit capable d'exécuter. Il faut qu'il soit capable de se protéger aussi. Là. Fait que s'il joue sur une Ouais. jambe, il n'est pas capable de lancer le ballon. Puis comment tu vas faire pour éviter la pression? Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Puis je sais que je n'ai pas toutes les données. Fait que je ne vais pas faire mon petit Joe connaissant. Là. Mais de l'extérieur, moi, ça a été une de mes premières réactions. Ouais, non, moi aussi, j'ai eu la même réaction, puis c'est bien dit, qu'est-ce que tu viens d'affirmer. Mais il y a une différence entre avoir le feu vert des médecins pour effectuer un retour au jeu et être réellement prêt à jouer. Tu sais, des fois, les médecins vont donner le feu vert, mais comme tu dis, l'athlète, lui, peut-être qu'il n'est pas certain, physiquement, son corps ne réagit pas comme il le fait habituellement. Donc, c'est une chose quand les médecins disent, ouais, ouais, il est capable de jouer, mais c'en est une autre vraiment, après ça, d'être en mesure de performer. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Les déboires des Niners, est-ce que c'est tout simplement une question de blessure ou soit des changements à cette formation-là comparativement à l'année dernière? Moi, je trouve qu'il y a des changements, en particulier au niveau de la défense. Oui, il y a des blessés au niveau de la tertiaire. Nick Bosa n'est pas là également, mais DeForest Buckner aussi n'est plus là, Pierre. Il est avec les Colts Ouais. d'Indianapolis, il a quitté via le marché des joueurs autonomes. La force de cette défense-là, là, tu en parlais, là, la recette que les Raiders ont utilisée, la pression à 3 à 4, ben, c'est ce qu'on faisait du côté de San Francisco l'année dernière. C'est une des raisons pourquoi on a connu des succès durant le match du Super Bowl contre les Chiefs afin de ralentir Mahomes et compagnie. Mais là, la pression ne se rend pas au quart arrière, du moins pas régulièrement comme l'année passée, parce que Ouais. l'année dernière, c'était de toute beauté de regarder la ligne défensive des Niners, le travail de démolition qu'elle faisait. Cette année, c'est vraiment pas ça. Puis ça expose la tertiaire, je crois. Puis je crois que c'est vraiment la Ouais, source des problèmes des Niners. ouais, tu sais, les entraîneurs n'utiliseront jamais les blessures comme excuse parce que, bon, tout le monde en a des blessures, mais du côté de San Francisco, on peut dire que ça a un impact direct sur la performance de ce club-là. Il ne faut pas se gêner. C'est sûr que les adversaires les attendent aussi. Là, les attentes sont élevées. On les étudie un peu plus. Ils sont dans une division qui est super relevée, qui est super compétitive. Mais tu parlais que la ligne défensive, on fait beaucoup de systèmes de zone. La ligne défensive est là pour protéger la tertiaire. Là, tu n'as pas de ligne défensive, mais c'est parce qu'en plus, souviens-toi, Didier, là, dans la tertiaire, tu n'es pas avec ton demi de coin 1, 2, 3. Tu es avec ton demi de coin 4, 5, 6. Fait que là, non seulement tu n'as Ah pas ouais. de pression, mais en plus, tu es avec ton quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième meilleur demi de coin parce que tes trois premiers sont blessés. Fait que ça, je veux dire, à un moment donné, tu as bien beau réinventer tout ça, là. Il y a peut-être un gars comme Bill Belichick qui trouverait une façon de compenser, là. Je ne sais pas, Ouais, mais c'est mais l'exception, c'est le seul. c'est clairement, ça vient affecter le travail là, de l'unité défensive. Et par le fait même de Ouais, l'équipe. non. Ouais, non, exactement, exactement. Donc, j'ai hâte de voir si on va pouvoir justement remédier à cette situation du côté des Niners. Parce que ça fait beaucoup de problèmes en partant avec le carrière numéro un, Jimmy Garoppolo. Pierre, on est mardi, il y a du football du mardi soir de la NFL pour la première fois, je crois. Je me souviens pas d'avoir vu un match NFL être joué un mardi, mais on est en 2020, comme tu disais, l'année Ouais. 2020. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de suite dans les idées, c'est au jour le jour. À chaque jour, on dirait qu'il Ouais. y a une surprise depuis la mi-mars. Alors, on va travailler ce soir, on va présenter le duel entre les Bills et les Titans. C'est tant mieux, écoute, ça nous fait travailler, ça nous donne l'occasion de Ouais. justement de ne pas passer à tout ce qui se passe en allant travailler pour un match de football. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu vas surveiller lors de cette rencontre entre les Bills et les Titans? Les Titans, ça fait quoi? Presque 3 semaines qu'on ne les a pas vus? Ben, c'est ça, puis c'est ce qui saute aux yeux pour moi. J'ai hâte de voir le niveau d'exécution des Titans, le niveau de cardio des Titans, le niveau de préparation des Titans. Comment veux-tu te préparer quand ton centre d'entraînement est fermé pendant presque 15 jours? Alors, on n'a pas joué. Déjà qu'on a eu une saison particulière sans un vrai camp d'entraînement, sans match préparatoire. On a seulement joué 3 matchs. Les 3 matchs en passant, hein, je regarde ça, là, on gagne par 2 points contre les Broncos, par 3 points contre les Jaguars, par 1 point contre les Vikings. Donc oui, on a 3-0, mais on a un différentiel de points marqués, points alloués de 6, de plus 6, pas comme si on dominait. Alors j'ai hâte de voir. Puis du côté de Buffalo, c'était le show Josh Allen. Ça l'est encore, le show Josh Mm-hmm. Allen. Mais bonne nouvelle pour les Bills.
Deuxième demi, notamment au quatrième quart, la fameuse défense des Bills est apparue. On ne l'avait pas encore vu en 2020. 3 revirements consécutifs, ça te permet de contrôler le match et de finir avec une victoire contre Las Vegas. Alors là, si l'attaque continue, si la défense des Bills refait surface, ben j'ai hâte de voir, ça va être un méchant test pour les Titans. Oui, également, on ne sait toujours pas même quels sont les joueurs des Titans qui seront en uniforme, ceux qui ne seront pas en uniforme en raison de la COVID. Alors oui, ça va être tout un défi pour le Tennessee. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On affronte une équipe invaincue, Josh Allen, qui la dernière fois qu'on l'a vu avait des allures de joueur par excellence de la NFL. Alors ça, c'est vraiment une lourde commande. La rencontre sera présentée sur les ondes de RDS ce soir à 19h. On vous invite bien sûr à être des nôtres et à regarder cette rencontre. Bon, ben Pierre, écoute, je te remercie. Ça fait déjà près de 50 minutes là, qu'on a commencé. Ça Alors, va je te vite. remercie d'avoir participé au podcast. Ben oui, c'est ça, ça va super vite. Je regardais ma montre, je suis comme, mon Dieu, on est presque rendu à la fin. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. De toute façon, on va se voir plus tard aujourd'hui au travail. Ouais. Alors, merci d'être venu participer au Hey, podcast. hey, merci Didier, puis je me permets, là, puis on n'a pas eu la chance d'en parler, mais je voulais te lancer la question. Après la performance de Justin Herbert, est-ce que les Dolphins Mm-hmm. ont repêché le bon gars? Il faut attendre que Tua joue. C'est une excellente question, Pierre. Eux, ils prient pour que, premièrement, Tua reste en santé et Oui, qu'ils connaissent bien sûr une bonne carrière parce qu'on aurait pu repêcher Justin Herbert, mais nous, notre homme, c'était Tua. Ça faisait oui, 1 an qu'on associait Tua Tagovailoa aux oui. Dolphins de Miami. Mais là, lorsqu'il regarde jouer Justin Herbert, 4 passes de toucher lundi soir, Ben oui. il est sensationnel depuis qu'il a remplacé Tyrod Taylor. Écoute, je pense qu'on veut vraiment s'assurer que Tua soit prêt Ouais. justement pour qu'il paraisse bien là, quand il va embarquer sur le terrain, parce que sinon à Miami, on va crier à Miami là, les partisans des Ouais. Dolphins. Puis imagine-toi. Bon. Non, c'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. On n'aura pas la réponse immédiatement, mais on va Ouais. garder cette question-là en tête lorsque Tua va finalement obtenir du temps de jeu. Ouais. Good. Hey, parfait, Didier. Salut. Bonne fin de Hey, podcast. salut, bonne journée. Toujours un Attention à toi, plaisir. merci. Bye. Bye. Merci. Alors, je vais maintenant, moi, y aller de mon côté de mes conseils fantasy football en vue de la 6e semaine d'activité. Ça va vite, hein, déjà la 6e semaine d'activité de la NFL qui s'en vient la semaine prochaine. Bon, on vient de parler justement de cette victoire des Chargers, Les Chargers ont perdu contre les Saints, mais il y a eu beaucoup de positifs du côté de l'attaque. Bon, bien sûr, avec Justin Herbert, comme on vient d'en parler avec Pierre. Donc, au niveau des joueurs que je vous recommande d'aller chercher afin d'aider votre équipe de fantasy football, on sait que les semaines de congé ont commencé. Ben, le premier, c'est le receveur de passe des Chargers, justement, une des cibles de Justin Herbert, Mike Williams. Williams, qui était remis de son élongation musculaire aux ischio-jambiers, il a effectué un retour au jeu contre les Saints. Il a gagné 109 verges, en plus d'inscrire 2 touchés. Il a réussi des catchs spectaculaires contre la Nouvelle-Orléans. Et en plus, il semble que Keenan Allen pourrait être absent la semaine prochaine. Allen, il a inscrit un touché en début de rencontre, mais ensuite de ça, on l'a vu sur les lignes de côté. Il n'est pas revenu au jeu, ennuyé par une blessure au dos. Alors ça va être quelque chose à surveiller. Si Keenan Allen ne joue pas, eh bien Mike Williams devrait être encore plus ciblé par Justin Herbert. Alors Mike Williams, s'il est disponible, allez le chercher, surtout si un de vos receveurs aura congé cette semaine. On reste du côté des Chargers maintenant, porteur de ballon Justin Jackson. On croyait avant le début de la rencontre que ça allait être Joshua Kelly qui allait être le plus utilisé dans le champ arrière des Chargers. Mais finalement, ça a été Justin Jackson et il a été plus productif que Kelly. Alors bon, ça peut être difficile afin de savoir d'une semaine à l'autre lequel de ces deux porteurs de ballon sera le plus utilisé, mais Jackson a démontré de bonnes choses, de belles choses contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça vaut la peine d'aller chercher, de le garder sur votre banc ou si jamais un de vous demi à l'attaque une semaine de congé. Justin Jackson pourrait s'avérer être une bonne option. Maintenant, du côté des Chiefs de Kansas City, Mecole Hardman, bon, il n'a pas connu un grand match contre les Raiders, mais la raison pour laquelle je vous invite à cibler Mecole Hardman au niveau du waiver wire, c'est que Sammy Watkins va être absent pendant plusieurs semaines. Il a subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Alors, Mecole Hardman, on sait, il est talentueux, il est explosif, un des joueurs les plus rapides de la NFL. Un des problèmes au niveau du fantasy football avec les Chiefs, chez les receveurs de passe, bon, on a tellement d'armes, on ne sait pas quel joueur sera mis en vedette à chaque semaine, bien sûr avec Tyreek Hill, avec Travis Kelce, mais là, on enlève un de ces joueurs-là au niveau de l'équation. Watkins ne sera pas là pendant plusieurs semaines, alors
Hardman devrait obtenir des opportunités. Chez les porteurs de ballon, Alexander Mattison des Vikings du Minnesota. Écoutez, il a amassé 112 verges au sol contre les Seahawks. Il a remplacé l'excellent Dalvin Cook qui s'est blessé, semblait être blessé à l'aine, n'a pas terminé la rencontre. Donc, si vous allez chercher Alexander Mattison, il faut s'assurer que Dalvin Cook ne jouera pas la semaine prochaine. Pour l'instant, bon, c'est incertain, mais allez garder Mattison sur votre banc. Et puis là, dimanche matin, allez voir, est-ce que Dalvin Cook va jouer? Parce que Mattison, il est talentueux. Il nous a démontré des bonnes choses au cours des dernières années, justement, lorsque Cook était blessé, il le remplace à merveille. Alors ça, c'est une situation à surveiller. L'état de santé de Dalvin Cook, si jamais il ne peut pas jouer, insérer Mattison au sein de votre formation partant du côté de l'attaque des Vikings. On veut courir avec le ballon, peu importe qui est le porteur de ballon, le demi à l'attaque, il devrait connaître du succès. Le receveur de passe canadien, on en a parlé avec Pierre Chase Claypool des Steelers de Pittsburgh. Il faut absolument le cibler. Il vient de marquer 4 touchés. Bon, comme Pierre le disait, est-ce qu'il va connaître ce genre de performance à toutes les semaines? Bien sûr que non. On est bien entier à la position de receveur chez les Steelers de Pittsburgh, mais il est trop talentueux tout simplement pour l'ignorer s'il est disponible dans votre ligue de fantasy football. Maintenant, chez les Patriots de Nouvelle-Angleterre, il y a demi à l'attaque Damien Harris. Lui, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher au niveau du waiver wire s'il est disponible. Parce que la semaine dernière contre Kansas City, il a amassé 100 verges au sol en seulement 17 courses. Sony Michel est sur la liste des blessés et Harris, ben, il est le porteur de ballon le plus talentueux, je crois, dans le champ arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oui, je sais que James White est présent, mais James White, on l'utilise beaucoup plus comme un receveur en sortant de champ arrière. Rex Burkhead est un bon demi à l'attaque réserviste, mais Harris est plus talentueux. Il est un bon joueur avec le Crimson Tide d'Alabama. Alors, Damien Harris a ciblé absolument au niveau du waiver wire. Le receveur recrue Henry Ruggs des Raiders, j'en ai parlé avec Pierre tout à l'heure, l'impact qu'il a sur l'attaque de Las Vegas maintenant qu'il est en santé. Eh bien, Ruggs seulement 2 réceptions contre les Chiefs, mais il a gagné 118 verges, inscrit un touché. Alors, c'est pas nécessairement un joueur qui va vous donner, qui va aller chercher beaucoup de réceptions si vous êtes dans une ligue où on obtient des points pour les réceptions, mais il fait des gros jeux. Il peut aller chercher un gros morceau de terrain, 60-70 verges en un jeu. Alors, il peut être très payant. Écoutez, un toucher de 70 verges, c'est 13 points d'un seul coup au Fantasy Football. Alors, Henry Ruggs, s'il est disponible, vous ne pouvez pas l'ignorer au niveau du waiver wire. Carrière Andy Dalton maintenant des Cowboys de Dallas. Alors, on a expliqué en long et en large en compagnie de Pierre pourquoi on s'attend à ce que Dalton soit productif. On sait que les Cowboys sont très talentueux du côté de l'attaque. Andy Dalton, habituellement, lorsqu'il est bien entouré, il est productif. C'est un carrière qui a mené son équipe 4 fois à des matchs éliminatoires lorsqu'il jouait avec les Bengals. La présence d'Ezekiel Elliott dans le champ arrière. Les Cowboys, j'ai son nom, les Fantasy Cowboys, parce que oui, ils produisent en termes de Fantasy Football. CD Lamb qui a été incroyable contre les Giants. Alors, Dalton, éventuellement, votre carrière partant va avoir une semaine de congé, va avoir son bail. Alors, Andy Dalton, dépendamment de l'équipe qu'il va affronter, pourrait vous rendre d'excellents services en termes de carrière partant pendant une semaine. Il pourrait être un bon dépanneur. Et le dernier joueur que je vous conseille d'aller chercher, ben, c'est le receveur de passe des Dolphins de Miami, Preston Williams, qui a réussi 4 réceptions bonnes pour 106 verges, en plus d'inscrire un touché contre les 49ers de San Francisco. Williams, c'est un joueur talentueux. L'année dernière, il avait démontré de bonnes choses. Clairement, il a de la chimie également avec Ryan Fitzpatrick. Alors, tant et aussi longtemps que Fitzpatrick demeure le carrière partant, je crois que Preston Williams va nous offrir de bonnes performances. En a un autre à garder sur votre banc, à insérer au sein de votre formation partante. C'est un de vos receveurs à congé, Preston Williams des Dolphins de Miami. Et ma dernière recommandation, mon dernier conseil au niveau du Fantasy Football pour cette semaine. Eh bien, voilà ce qui conclut cet épisode du podcast Salle du Cœur. La semaine prochaine, on sera de retour les lundis. Hier, bien sûr, bon, c'était un jour férié. C'est la raison pour laquelle le podcast n'a pas été mis en ligne. Alors, on sera de retour lundi prochain. Merci d'être à l'écoute du podcast Le Sac du Cœur. On se reparle la semaine prochaine.